Salut et bienvenue sur Trans. Regardez Fric, l'émission qui s'intéresse aux personnes liées de près ou de loin à Pokémon. Alors aujourd'hui on reçoit Neoxys, le mec qui a créé le site Pokémon Trash en 2006 avant de lancer la chaîne YouTube du même nom. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui nous connaissent uniquement grâce à la chaîne, je tiens à préciser que moi-même, donc Gouplin, j'ai été rédacteur sur Pokémon Trash d'octobre 2017 à janvier 2019 et que ça a été une expérience assez intéressante. Je les avais choisis pour leur liberté de ton et le recul qu'ils ont sur la licence. Bref, on a pu aborder pas mal de sujets avec Neoxys, d'abord la création du site, puis la transition vers YouTube. On a pu parler de son rapport à YouTube, mais aussi à Pokémon. Petit truc par contre, il faut savoir que l'émission, elle a été tournée en février 2019, donc avant la sortie de Pokémon Bouclier et Épée. Donc c'est possible que ses attentes vis-à-vis de Pokémon aient changé avec les infos supplémentaires qu'on a eues. Bon bref, moi je vous laisse écouter ça, et on se dit à tout à l'heure en fin de vidéo, j'aurai 2-3 annonces à vous faire en mode posé. Bon bah salut à tous, je m'appelle Neoxys, fondateur de Trash, Pokémon Trash, Neo Trash. Tu m'as demandé pourquoi Neoxys. Bon c'est une longue histoire. À la base je m'appelais Magus comme dans Chrono Trigger et simplement j'étais trop fan de la section de trucage de Pokélord et le mec s'appelait Seoxys il me semble. Donc je me suis dit bah, je vais faire genre plus stylé, Neoxys, Deoxys mais nouveau, enfin, des délires de mecs qui ont 15 ans quoi. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit ? Archéologue et après professeur des écoles. Enfin, professeur à l'université. Finalement, les aléas de la vie font que tu t'en éloignes peut-être. J'aime pas être cadré en fait, de base. Donc l'école, j'ai pas le bon bail. Mais j'ai pu faire prof grâce à YouTube finalement. Enfin, déjà en donnant des connaissances, mais surtout des fois on m'invite dans les écoles pour faire un petit speech, c'est trop marrant, j'adore. Mais au moins j'ai pas de direction qui me dit de faire ça, si, ça. Le cours il est là et j'adore. J'adore transmettre. T'as fait quoi comme étude ? Un Master 2 en histoire, enfin sciences humaines. Et après j'ai fait un truc en pub. Il y a beaucoup de youtubeurs qui sont sortis de pub d'ailleurs, c'est marrant. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de Pokémon Trash ? Oui bien sûr, le Pokémon Trash s'est créé en 2006. Donc à la base il y avait beaucoup. J'étais sur Poké Challenge à l'époque. C'était un site qui était tenu par Dark Raikou. Et je m'occupais de la section de trucage. Bon, j'étais traité comme une petite merde, ce que j'étais, fondamentalement. Puis je suis passé sur Pokémag. C'était deux entrepreneurs qui faisaient leur site Pokémon. Et je me suis un petit peu fait exploiter dessus. J'étais le seul mec qui m'occupait du truc. Et à un moment, je me suis dit, mais les gars, vous vous foutez de ma gueule et tout. Ils se disputaient entre associés. Bon, moi, j'étais là, seul mec qui bossait, donc ça me cassait un peu les couilles. Et mais je suis resté jusqu'au bout. Et après, t'as Pokébase. C'était un site de Rome qui m'a dit, bah viens plutôt chez nous. Donc je suis allé chez eux. Il y avait le webmaster, c'était, je me souviens plus du tout. Mais là aussi, on performait, on faisait un super site, etc. Mais finalement, tout le monde, ça commençait à se lasser dans l'équipe, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé Pokémon Trash. Alors au début, c'était un site pour trasher. Donc c'était inspiré de J-Pop Trash, qu'on connaissait, sur qui on avait participé. Pas pour faire des textes qui harcelaient les gens, mais c'était plus sur les portraits généraux. Genre le commercial, des trucs comme ça nous éclatait de faire ça. Donc ceci étant, on a fait Pokémon Trash, donc l'idée c'était un petit peu, on était les justiciers du Pokéweb. Donc les webmasters, on les perforait de notre pointe acérée. Mais bon, finalement, il s'est trouvé que moi, ça me bottait de moins en moins d'être méchant. Donc on a commencé à vouloir faire du vrai contenu Pokémon très différent des autres, donc être beaucoup plus complet, être beaucoup plus qualitatif. Et c'est ce qu'on a fait. Donc 2006 avec un ami. Et le site il a monté jusqu'en 2007 avec la sortie de Diamant et Perle. Tout le monde était un peu à la ramasse, nous on était à Donf. Le site tout de suite est passé de 1000 abonnés à 10, enfin c'était pas des abonnés, des visiteurs par jour. Il était 10 000 visiteurs par jour. D'arriver à 30 000 visiteurs par jour, à l'époque c'était énorme. C'était un tiers de ce que je faisais JV.com quoi. JV.com ils étaient à 120 000 par jour à l'époque. On était à 20 000, enfin du coup c'est pas un tiers mais c'était pas mal déjà. Il y a des moments qui t'ont marqué avec Pokémon Trash ? Oh, les moments forts, je pense, c'est les moments de changement. C'est quand, par exemple, deuxième personne du site, c'est à mon ami, hein, je le dis, je cite pas son pseudo parce que je sais pas s'il a envie d'être cité, mais au moment où il est parti finalement.
Ça a fait des grands mouvements de changement, des moments où on réfléchit à ce qu'on est, à ce qu'on veut devenir. Après, il est revenu par la suite, il n'y a pas de souci, mais les choses avaient changé. Il y a aussi des moments, finalement, où voilà, comme Nintendo a commencé à s'intéresser aux communautés, qu'on était dans les publicités. Là, on a fait une publicité pour Nintendo, pour Noir, Bleu 2, Blanc 2. C'était trop bien, c'était genre, enfin, la communauté est reconnue. Enfin, on existe, parce qu'avant, c'était en mode, on n'existait pas aux yeux de Nintendo. Tu aurais d'autres choses à raconter sur le site ? Que je suis assez étonné que aujourd'hui le site a encore beaucoup de visiteurs, il y a encore beaucoup de gens qui viennent parce que mine de rien le format site internet, YouTube lui fait très mal quelque part. Parce qu'aujourd'hui quand on tape pour avoir une astuce, on a tout de suite YouTube qui sort en premier. Je trouve ça un peu dommage parce que le site c'était vraiment une bonne ambiance, on le voit sur les forums, les communautés sont moins actives, etc. Aujourd'hui elles sont ailleurs, elles sont sur Twitter, elles sont sur... En fait on est passé d'un monde horizontal à un monde vertical. Monde horizontal, c'est le forum, c'est le site où tout le monde peut participer, où tout le monde est un peu anonyme, où finalement t'existes parce que t'es dans une structure quelque part et cette structure n'a pas de visage. Et à un monde où c'est vertical et où tu dois être l'influenceur et t'es tout seul chez toi et t'influences en faisant des tweets, entre guillemets. Et moi ce monde m'intéresse pas trop. C'est ce que justement j'avais essayé de faire avec Pokémon Trash. Trash, c'est pas de visage. C'est pour ça qu'il y a des chibis. Pas de visage. Et le truc, c'est que ça marche pas bien, en fait, ça. Les gens veulent des idoles. Voilà. Donc on est passé à un monde d'idoles dont je me sens un peu dépassé, finalement. J'ai pas envie de devenir j'ai pas envie d'avoir de visage. Est-ce qu'il faut exister en tant que personne pour pouvoir transmettre son contenu sur YouTube ? Moi, j'aimerais bien juste ne pas avoir de visage, que personne n'ait de visage et qu'on soit juste des gens qui parlons et qui transmettons, qui donnent des informations, qui le faisons du mieux qu'on peut. Et le monde grandit comme ça, il grandit pas avec des idoles, il grandit avec des connaissances. Alors comment vous avez migré vers YouTube ? Alors la transition vers YouTube, en fait, elle s'est faite un petit peu par jalousie, je vais dire, quelque part. On était un petit peu, les sites Pokémon, on était les numéros 1. Le site Pokémon, il y avait que ça, en fait, en contenu Pokémon. Donc il y avait Pokébip et Pokémon Trash qui étaient en mode yes, on était trop bon. Et là, il y a eu les youtubeurs qui sont arrivés au tout début. Et je m'en souviens d'une conversation avec une petite teuf qui me parlait de choses où c'était des nombres de visiteurs et tout, c'est complètement fou. Et je me suis dit... Donc là, c'est là au moment où j'ai été un peu jaloux. Je me dis, mais en fait, c'est trop bien ce qu'il fait. Je peux trop faire de choses et tout. Et je vais le faire aussi. Il s'est trouvé qu'au début, ça passait pas bien auprès de l'équipe parce que ça nécessitait de se mettre un peu en avant de facto. Enfin, même si il n'y avait pas le visage, etc., on parlait juste, mais il y avait quand même ta voix. Et on a commencé par mettre des sujets du site internet, des astuces, des petits sujets marrants, etc., qui étaient très mal réalisés. Je m'en souviens même du premier vrai format top. C'était avec... on va en parler après. Il y avait le format top, c'était les différents types de fans de Pokémon. J'avais tourné, c'était dégueulasse. C'était horrible avec des déguisements et tout. Elle est encore en ligne, vous pouvez la voir. Après, j'ai commencé à vouloir créer une équipe autour de ça. Donc c'était LMMDP, un truc comme ça. Je m'en souviens plus du nom exact. Et du coup, là, c'était des vidéastes plutôt, des gens qui avaient une portée créative. Et d'ailleurs, avant de parler de ça, je reviens juste un petit peu en arrière. Je dis que je me suis lancé sur YouTube à la suite, au moment où ça a un peu explosé. C'est juste 1 an après les Norman et les Cyprien. Mais Pokémon Trash ont été les premiers, presque, podcasteurs en France. Enfin, j'exagère un petit peu. Mais on était là à l'époque où même Cyprien faisait, où il n'existait même pas encore. Ça s'appelait Pokémon Netcast. Et oui, sur Dailymotion. Personne ne se souvient de ça. Mais on s'était dit, on va faire des vidéos type podcast. D'ailleurs, Cyprien, avant même que ça existe, je ne sais même pas pourquoi on a eu cette idée-là de le faire. Et c'était donc avec 2 personnages, deux personnes qu'on avait rencontrées. Il n'y avait pas de logiciel de montage et tout. À l'époque, c'était genre des petits trucs minables et tout. Et je vous invite vraiment à taper Pokémon Netcast et à regarder les 3 épisodes qui ont été produits. C'est exceptionnellement bon pour l'époque. Alors c'est en 360p,
Mais tout y était, le rythme, le machin comme ça. Et on aurait peut-être continué, ça aurait eu une autre portée. Mais il s'est trouvé que les deux frères ont eu des obligations de vie, se sont séparés, il y en a un qui partait faire un autre métier. Du coup, le projet vidéo avait été un peu annulé de facto. Et il a été repris que 3-4 années plus tard, suite justement au moment où Norman et Cyprien arrivent sur YouTube, où YouTube, je pense, les achète quelque part pour dire quittez Dailymotion, venez sur YouTube. Un an après ça, c'est l'explosion, c'est comment, je crois, on est en 2011, 2010, 2012, enfin je m'en souviens plus. Et là, on se dit, il est là l'avenir. Il est là le moment où ça va avoir une bascule dans le web. Et on décide de s'y lancer donc, avec des petits formats tout simples, des podcasts. Et donc plus tard, on est rejoint par une équipe de gens un peu plus créatifs. Donc on teste des trucs. On a même fait un court-métrage Pokémon qui était sur l'idée qu'en fait les dresseurs se retrouvaient 8 ans après mais dans le monde réel. Comme si ça avait été vraiment eux-mêmes dresseurs. En fait c'est un peu space. Mais le truc était très bien. Mais après on a eu des sortes de divergences un peu artistiques. Parce que ça partait vraiment sur un truc un peu... Mais à la limite, c'est même pas des disputes, c'est juste qu'on n'était pas d'accord sur la façon. Et il y a eu des moments gênants aussi. Il y a eu cette vidéo où... Mais on a le droit de faire des erreurs, où on est allé nourrir des infirmières déguisées en infirmières Joël. Des SDF. Elle a été effacée, cette vidéo. Parce que c'était... aujourd'hui, ça passerait pas, d'ailleurs. Mais non, mais ça partait pas forcément d'ailleurs pour faire le buzz ou quoi que ce soit, ça partait juste d'un concept un peu fou, c'est on va faire du bien avec Pokémon, mais les bonnes intentions parfois cachent le diable. Et bon, à l'époque, personne faisait des vidéos je nourris les SDF pour se mettre en avant. Donc c'était vraiment en mode, c'était pur, l'intention était vraiment pure pour le coup. Mais bon, aujourd'hui tu fais ça, heureusement, et dans toute logique que ça passe pas, heureusement. Bref, il y a eu des moments où on se dit mais attends, on peut pas faire ça. Et après on a eu un tournant finalement où on voulait plus se tourner vers la stratégie plutôt que sur des sketchs, des trucs comme ça. Et donc c'est le moment, c'est l'époque Fieldrong quelque part. Donc Fieldrong est arrivé, il a voulu apporter la stratégie, il a voulu avoir un truc plus sérieux. Et on est parti plutôt là-dessus. Et bon, l'aspect créatif a été mis de côté de ce point de vue-là. C'est quoi les objectifs de votre chaîne ? Alors, les objectifs de la chaîne YouTube, c'était d'être un complément du site, c'est-à-dire pouvoir parler de choses. Parce que la rédaction du site a toujours été très rédaction, c'est-à-dire avec un certain sérieux, un objectif de qualité. Malheureusement, il y a cette tendance à dire qu'un sujet facile est un sujet non qualitatif. Complètement pas d'accord avec ça. On peut partir de quelque chose de très con et dire des choses intelligentes et apprendre des choses aux gens, ce qui était un peu ce qu'on a fait sur Trash. Très décrié au début, finalement aujourd'hui qui vient dire que c'est pas de la qualité, enfin je veux dire, il y en a sûrement encore, peut-être Pokémon Trash on peut se poser la question, mais sur Trash, très clairement, tu prends un sujet tout con, tu dis des choses assez intelligentes dessus, au moins au niveau lycée, tu vois, après on peut pas faire des contenus de pertinence universitaire, on essaye, sur une prochaine vidéo on va parler, je peux pas donner le sujet, mais on a fait appel à des vrais chercheurs. Vraiment, on augmente vraiment en qualité. Bref, petite digression à part. Sur le site, il y a cet objectif journalistique qu'on peut ne pas se permettre d'avoir sur YouTube. Donc l'idée, c'était simplement de pouvoir faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire sur le site. Et simplement que Pokémon Trash soit partout. Je te parlais tout à l'heure du fait que l'entité doit dépasser l'ego. Là, l'entité doit aller sur YouTube d'une façon ou d'une autre. On a même eu une période où on a testé Twitch. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai saboté ce projet. Donc, j'ai envie de m'excuser parce que je croyais pas en Twitch. Pour moi, ça allait mourir. Et c'était très bordélique. Et ça se faisait un peu sans moi. Donc, j'ai dit, attends, on va faire ça différemment, etc. Donc, j'ai commencé à mettre mes pattes. Et je sais que quand un projet commence, faut pas mettre ses pattes dans le moteur, quoi. Faut laisser aller, faire les erreurs, etc. Alors, c'est vrai que c'était un peu schlag et tout. Mais bon, au final, on n'a pas eu de Twitch Pokémon Trash. On n'est pas présent en stream. Mais ça aurait pu être une très belle aventure aussi. Aujourd'hui, on aurait pu être à Pokémon Twitch leader dessus. Pour créer des vidéos, vous vous organisez comment ? Comment on s'organise ? Simplement, sur Pokémon Trash, on discute d'un sujet, on dit c'est cool, tac, tac. On arrive. Et sur Pokémon Trash, on fait tout, généralement. Écriture, voix, montage.
Sur Pokémon, sur Trash, tout le monde fait comme ça aussi. Moi, de temps en temps, j'ai des potes qui sont monteurs, donc ils montent aussi. Mais globalement, on est tous, t'es très indépendant dans ta création. Et juste, tu parles de ton sujet pour qu'il y ait une sorte de check-up de qualité. Donc voilà, moi typiquement, alors je fais moins de vidéos sur Pokémon Trash maintenant, mais je vais recommencer un petit peu là. Je prends un sujet, j'écris, je fais des recherches, ça prend du temps, et on le lance finalement, on le tourne, on le lance, on fait les choses bien, on essaye. Et à partir de quand vous avez décollé ? À partir des chibis, je dirais, quand on a commencé à mettre des chibis. C'est pas les chibis qui ont fait la différence, mais c'est qu'il y a eu une espèce de changement dans la façon dont on faisait les vidéos, avec une petite formule secrète, une petite magie qu'on a mis en plus là-dedans. Et il y a eu des gros scores. Mais après, le maximum, c'était 700 000, je crois, à l'époque, de vues. Aujourd'hui, il y a des vidéos à 2 millions et tout, mais à l'époque, c'était 700 000 le maximum sur Pokémon. C'était extrêmement bien. Et voilà, c'était surtout sur ce point-là. On a trouvé la recette. Quel est ton regard sur Pokémon à l'heure actuelle ? Ouais, je suis forcément un peu déçu parce que Pokémon n'a pas grandi avec moi. J'aurais aimé que Pokémon grandisse avec moi et je pense que c'est possible. Et il y a tellement de questions qui peuvent se poser dans cet univers qui peuvent créer de l'intérêt mental. Moi, quand j'étais gosse, je voulais que les Pokémon existent, mais parce que c'est un univers de questions nouveaux, de façon d'aborder le monde. Et ces questions doivent se poser. Ils avaient tenté de le faire avec N et tout, l'esclavage, etc. Et c'est super intéressant. Mais c'était pas assez poussé et aussi peut-être poussé aussi à l'aspect shonen, même si ça va pas avec le monde adulte, mais il y a vraiment des choses à faire pour que ce soit un petit peu plus punchy. C'est du gâchis un peu, ça reste pour les 10 ans et ça veut rester pour les 10 ans. Et c'est pas plus mal, mais je pense que même les gens de 10 ans aujourd'hui veulent un univers un peu plus développé. Tu regardes One Piece, c'est regardé par des enfants, mais c'est un manga qui arrive à avoir tous les âges, à plaire à tout le monde. T'as 8 ans, tu vois des pirates qui se battent, ouais, c'est trop cool. T'as 30 ans, tu vois les mouvements politiques au sein du gouvernement mondial, etc. Alors de temps en temps, il faut décevoir les enfants de 8 ans parce que ça parle de politique pendant 2 chapitres, donc ils sont perdus. Mais d'un autre côté, l'adulte aussi, de temps en temps déçu parce que c'est débile. Mais c'est pas grave, les deux mondes peuvent subsister entre eux, et sur Pokémon, ils loupent ce moment-là. Tu peux nous parler de ton rapport à YouTube ? Le truc, c'est que YouTube, ils ont des objectifs, on peut les comprendre. Le truc, c'est qu'ils sont dans des niveaux de politique qui sont bien trop éloignés de ce qui pourrait mieux marcher, même pour leur intérêt, quelque part. Moi, j'ai vécu comme une trahison le lobbying qu'ils ont fait sur l'article 13. Ils se sont servis de nous pour leur propre intérêt économique. L'article 13 va dans le sens des créateurs. L'idée, c'est que ce soit beaucoup plus simple sur YouTube pour poster d'autres contenus, etc. Si on utilise une musique, on est plus traqué en tant que nous. Enfin, je veux pas tout résumer, mais finalement, c'est YouTube qui payerait, tu vois, pour qu'on ait ce petit extrait de musique qu'on met. Eux, ils se refusent à ça. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement sévères, d'ailleurs, sur les strikes, les trucs comme ça. Parce qu'ils veulent surtout pas avoir de soucis. Ils veulent pas que le problème se pose. Le truc, c'est qu'on n'a aucun moyen politique d'influence au sein de YouTube qui doit devenir une instance, quelque part, politique. Où le créateur, gros ou petit, le viewer, et même les annonceurs, sur qui il y a de la publicité, parce que c'est eux qui payent, eux aussi ont leur mot à dire. Mais est-ce que leur mot à dire, c'est dire je veux pas de mes vidéos parce que au moment où je dis bombe nucléaire, tiens, je viens de te enlever 2 fois ta bombe. Est-ce que c'est genre t'enlèves la monétisation juste pour ça ? Bah non, ils s'en foutent, c'est le sujet. Mais YouTube sont over prudents et du coup ils oublient des moments de communauté, mais même par exemple des trucs tout cons, mais les lives premières, les abonnements payants, les communautés, etc. C'est mal fait. J'ai rencontré l'UX designer de YouTube, il est super sympa et lui aussi il veut que ce soit mieux. Mais il y a de la politique, il y a de la normalisation au sein du design, avec Material Design, etc. Du coup, Google est devenu trop gros pour devenir réellement
proche de ses utilisateurs. Ils le font, enfin ils ont plein de tests, machin, ils essaient vraiment, c'est des problématiques qu'ils ont en interne. Mais je pense qu'ils devraient prendre plus de gens et les interroger, juste les interroger et compiler, etc. Par exemple, un truc chez Google qui est terrible, mais en France, on a le droit d'envoyer qu'une idée par mois, de la faire remonter. J'ai plus le système exact, mais en gros, t'as le droit de faire qu'un truc, quoi. T'as le droit de remonter une idée. Waouh, super. Non, mais il y a des centaines de trucs à changer sur YouTube et il y a des trucs à changer rapidement. Là, vous avez les meilleurs ingénieurs du monde, ça peut être rapidement fait. Alors, je comprends qu'il y a des logiques de. Quand c'est trop gros, tu peux rien faire sans que ça casse tout. Bon. Mais pensez aux besoins des gens. Pensez mieux aux besoins des gens et ce qu'ils veulent voir et votre technologie doit être au service de ça. Après, moi, j'ai rien à dire sur tout ce qui est algorithme, etc. Ils avancent, ils essayent, c'est de mieux en mieux. Moi, quand je me connecte à ma page YouTube, j'ai ce que j'aime. Certes, il faudrait peut-être un truc, genre une sorte de retweet de vidéo pour peut-être justement que le partage se fasse mieux au niveau du jus. Ça se fait maintenant sur YouTube où on fait des vidéos, mais des créateurs favoris, là, ça devient un peu la mode. Super connard, Cyprien l'en fait. Trash aussi l'a fait, on a été parmi les premiers à le faire avec, au tout début. On a fait 3 vidéos là-dessus. Et bon bref, il faudrait quand même qu'on puisse plus facilement partager des contenus sans devoir sortir sur Twitter, etc. Parce qu'au final, Twitter empêche la sortie. Ils mettent des miniatures de merde, c'est pas beau. Facebook ferme la sortie, Instagram, t'as pas le lien. Enfin, du coup, tu peux pas partager. Tu es enfermé sur la plateforme, donc quitte à partir de ce point de vue-là, autant faire en sorte que YouTube soit un environnement total. Voilà. Comment est-ce que Trash est né ? J'ai monté le projet Trash tout seul au début. J'ai fait un recrutement pour Pokémon Trash à la base. Et les recalés de Pokémon Trash, je les ai mis sur Trash. Et bon, il s'est trouvé qu'ils étaient très bons. Donc, il y en avait plusieurs. Il y avait Brunol, il y avait Ico, il y en avait d'autres aussi, j'ai oublié les noms. Et le projet a pris. Donc c'est moi qui ai fait une vidéo qui s'appelait les jouets a commencé à bien marcher, mais ce qui a bien marché, c'est les youtubeurs morts et oubliés. C'est monté à 1 million très rapidement. Et du coup, à partir de ce moment-là, le truc a explosé. On a été ensuite partagé par Top 10, etc. Très gentil de lui, de sa part. Et là, le projet a pris très rapidement. On est arrivé au million très très rapidement, finalement. Alors, petite parenthèse, tu peux nous parler de Neocan ? Alors, Neocan, c'est une association de jeux vidéo qui existe depuis plus de 6 ans, je crois. Je n'ai plus le nom, limite 10 ans même, en fait. Qui, en fait, toutes les semaines, des gens viennent et jouent aux jeux vidéo. Donc, Pokémon, Smash, il y a eu un peu FIFA, il y a eu un peu d'autres jeux vidéo, mais c'est surtout Pokémon et Smash. Et là, on fait les weeklies. Donc les weeklies, c'est des organisations des tournois de jeux vidéo de 64 joueurs qui se font dans les grandes pièces à côté. Parce que là, actuellement, on est dans un garage, en fait, dans un ancien garage désaffecté. Alors ça a été un peu monté en studio. Mais là-bas, t'as un grand espace qui est propre, hein, c'est pas non plus plein de gadou. Et du coup, il y a 64 joueurs qui viennent tous les vendredis se battre et tout, c'est trop cool. Et il y a une super bonne ambiance. Il y a, je ne donne pas les noms, mais il y a quelques youtubeurs, quelques streamers qui viennent faire leurs armes ici. Et ça fait plaisir. Et Neocan, donc bon, je fais style, c'est mon projet, parce qu'il y a Néo dedans. En vrai, c'est pas le vrai sens du terme, mais le vrai mérite, c'est Atis et tous les gens qui le font vivre aujourd'hui. C'est Koji, c'est des choses comme ça. Et c'est un beau projet qui vit, qui avance. Et on espère pouvoir, tu vois, même si c'est moins large que YouTube, il y a moins, tu vises pas 1 million de personnes, tu vises 100 personnes dans Paris. Ces 100 personnes, elles peuvent jouer à leurs jeux vidéo, tu vois. Dans un cadre où c'est un bon cadre, où c'est sympa, il fait chaud, il n'y a pas de business model sale où des gens essaient de faire du fric, des bars qui vendent des trucs trop chers, qui font venir un peu. Bref, et le truc c'est, non, là c'est vraiment en mode, vous venez pour jouer, vous venez pour kiffer, vous venez pour vous améliorer. C'est la mission au sein de Neocan et donc si vous voulez faire du Smash, vous pouvez venir. On va essayer de vendre des trucs pour les débutants, pour les ultra pros, les trucs comme ça, parce que sur Smash, il y a vite un écart de niveau. Là, c'est des très bons niveaux qui viennent. T'as 100 personnes qui sont balèzes. Moi, je fais que du free play pour une personne, parce que sinon, on le fait démonter. Et voilà, donc c'est super intéressant. Et enfin, est-ce que tu as des moments forts en tête sur Trash ?
Non, pas vraiment eu. Enfin, j'ai pas de moment Pokémon Trash exceptionnel. Peut-être Trash qui a eu des beaux moments, des opportunités qui ont pu être faites. Mais finalement, vu qu'on n'est pas des youtubeurs avec un visage, etc., on vit pas des expériences de fou. L'expérience où on a été invité, c'est... il y a des conventions, genre on est invité en Tunisie pendant une semaine, on est invité à la montagne dans une station de ski, ça c'est des très belles expériences. Là, on est allé dans un centre d'enrichissement d'uranium, le truc à la Jazz Bond, tu vois, t'arrives. On a vu des trucs que même les présidents de la République peuvent pas voir, tu vois, ça c'est trop stylé. Mais on est très loin d'autres youtubeurs qui ont vraiment je vais pas dire que j'envie, mais enfin, je suis très content qu'ils aient eu la chance de faire ça, notamment un vol 0G, ça c'est un petit rêve. Mais au-delà de ça, voilà, après les belles expériences, c'est finalement c'est de pleurer sur une de ces vidéos, quoi. Tellement t'as mis ton âme dedans et qu'elle est belle et que tu la regardes t'appuies sur espace, tu regardes le truc final. Là, il y a la musique qui monte, puis tu pleures, quoi, parce que c'est beau. Ça, je suis très content quand on arrive à atteindre. C'est pas de l'ego, hein, c'est vraiment parce que je pense que j'ai fait des vidéos en essayant de les rendre les plus fortes possible, quoi. J'ai une dernière question. Ouais. Pourquoi t'as pas continué ta chaîne d'ASMR? Ah bah si je vais la refaire là, je vais la relancer. Ouais, j'ai envie de faire de l'ASMR. C'est un délire total, c'est vrai que je me suis dit ça, mais il se lance là-dedans aussi. Ah ouais, mais après c'est pour rigoler, hein, c'est en mode... Mais il y a des pros maintenant, il y a des gens qui... Merci d'avoir pris le temps d'écouter Frick. On sait que l'émission n'est pas la plus regardée sur la chaîne, mais on trouve ça intéressant de s'intéresser à l'envers du YouTube, hein, du Pokéweb, tout ça quoi. Alors pour le petit truc que j'ai à vous dire, l'émission reviendra sûrement à la rentrée, mais dans un format un peu différent. On va faire en sorte de rendre ça plus vivant. S'il y a une personne que vous avez envie qu'on reçoive, n'hésitez pas à vous manifester, on en tiendra compte. C'est pas forcément des gens, des youtubeurs Pokémon, ça peut être d'autres personnes. Je pense qu'on peut aborder pas mal de thématiques intéressantes avec Frick et bref, on verra bien ce que ça donnera. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et écoutez, moi je vous souhaite de bonnes vacances. On se dit à la rentrée. Allez, salut.